Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. La dernière CAN l'on enregistrée sur les 24 nations présentes, pas moins de 2 binationaux dans les rangs de 21 nations. Ce qui nous amène à nous interroger sur cette question. Peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? Mathieu Blé et Dago Charles sont vos catcheurs de jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Ouais, on va bien, ça va. Ça fait un bail, M. Dago Charles. Heureux de vous retrouver. Ouais. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra garder pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant donc d'en venir au débat et de savoir si l'Afrique, la mère patrie, vole au secours donc des binationaux, voyons ce que c'est qu'un joueur binational. Alors, on dit qu'un joueur est binational qui possède une double nationalité qui relève de 2 États. Au football, un binational est un joueur qui est éligible pour jouer pour les équipes nationales des 2 pays en question. Voici ce que nous allons retenir sur la définition de manière succincte. Avez-vous d'autres définitions complémentaires, des additifs sur la définition d'un joueur binational? Non, ça va, je pense qu'elle est complète. D'accord, merci. Et vous? Oui, je pense que c'est cela, en fait, je m'inscris dans ce même ordre d'idée. Voilà, d'accord. Alors, peut-on dire que l'Afrique, la mère patrie, vole au secours des binationaux? Vu ce qu'on a vu durant cette CAN en 2023. Oui, je dirais oui. Je dirais oui quand on sait l'historique du football africain. Je dirais oui. Parce qu'avant 1980, seuls les footballeurs qui évoluaient dans les championnats nationaux participaient à la Coupe d'Afrique et autres. Et c'est après 80 que ceux qui étaient professionnels en France et binationaux et autres ont commencé à rejoindre les différentes équipes nationales en Afrique. Donc oui. Partant de ce principe-là, je peux dire l'Afrique, oui, a su voler au secours des binationaux et des footballeurs professionnels d'alors. Mathieu Blé? Moi, je dirais oui et non. Oui, en prenant en compte la monture de l'argumentation de Charles, dans la mesure où l'Afrique a été une aubaine pour ses footballeurs. Mais non, parce que aussi l'Afrique profite de l'apport de ses footballeurs. Donc je pense que l'un dans l'autre, chacun gagne son intérêt. Donc c'est une interaction qui au final reste au bénéfice des 2 acteurs, aussi bien du continent que de l'acteur lui-même. Donc pour vous, les sélections africaines ont besoin de joueurs binationaux et ces joueurs binationaux ont besoin de la sélection africaine, c'est ça? Mais absolument. Résumé. Voilà. Non, moi je dirais non. Je dirais non, parce que les sélections africaines pouvaient jouer, je l'ai déjà dit, elles ont déjà joué sans les binationaux. Voilà, le Zaïre, alors, le Congo, la RDC, a joué sans les binationaux. Et a gagné une CAN. A gagné 2 CAN d'ailleurs. A fait une grosse participation en Coupe du Monde, bon, même si elle n'a pas été héroïque. Et puis des grands clubs sont nés là, de ces différents championnats, notamment le Motema Pembe. Voilà, tous ces grands clubs-là sont nés dans cette période-là où il y avait la Guinée, qu'on a connue aussi, avec des grands joueurs d'alors. La Côte d'Ivoire également. Non, c'est plutôt l'Afrique, pour moi, qui vole au secours de ces footballeurs-là. Parce que 80% de ces footballeurs-là, même ce qu'on prend aujourd'hui, 80% de ces footballeurs-là ont évolué dans les différentes sélections. Et c'est lorsqu'ils n'ont pas été sélectionnés dans ces différents pays-là que, vers la fin, ils se retournent vers leur pays d'origine. Donc c'est plutôt l'Afrique qui vole au secours de ces garçons-là, et non le contraire. Voici les explications. Non, mais ce que je voulais juste dire, même s'il est vrai que par moments, ces binationaux n'ont pas réussi avec certaines sélections, on va dire leur première sélection d'origine, et qu'elles ont opté au final, je veux dire, les sélections africaines n'étaient pas obligées de les récupérer, vous comprenez? C'est parce que les sélections africaines sont conscientes qu'elles peuvent tirer profit entre griffes de ces joueurs que certaines nations ont rejetés sportivement. Donc, autrement dit, c'est la raison pour laquelle je dis que l'un dans l'autre. Je suis d'accord avec Charles. C'est vrai que dans le temps, on avait une certaine authenticité. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une certaine réalité où de plus en plus, on retrouve certains fils de l'Afrique dans d'autres continents sous d'autres réalités. Maintenant, après, l'Afrique se rend compte que ceux-ci-là, on peut tirer profit d'eux. Je dis, comme dit l'adage, c'est les 2 mains qui se lavent. Aussi bien l'Afrique en profite, mais ces garçons-là aussi rendent service. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire, on ne peut pas se baser sur le fait parce qu'on leur a donné l'opportunité, on les a sauvés. Mais quand on leur donne l'opportunité, ils viennent nous faire gagner. Et l'exemple sur lequel je peux aussi m'appuyer, la preuve, grâce à un binational, la Côte d'Ivoire vient de décrocher sa 3e étoile. Donc, on doit évoluer en tenant compte de l'actualité et de l'évolution du monde.
Mais ce qu'il dit, c'est pas faux, hein, Dago Charles, parce que la plupart des joueurs arrivent tardivement en sélection. 25 ans, 26 ans. J'entends Bamba est arrivé à 26 ans. Avec non, je ne remets pas cette réalité en cause. Mais ce que je veux dire, arriver en retard ou arriver précocement, toujours est-il que les sélections africaines en profitent. C'est ce que je voulais dire. Ce que je remets en cause, c'est le fait de dire simplement que c'est de manière unilatérale, c'est l'Afrique qui leur donne l'opportunité. Je veux dire, l'Afrique leur donne l'opportunité, mais l'Afrique en profite. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi j'ai dit oui et non. D'accord. C'est ça, il a aussi raison, Mathieu Blé. Parce que quand on n'a pas besoin d'eux, on peut aisément et nettement se passer d'eux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Écoutez, il faut être franc et puis être direct. D'accord. L'Afrique peut se passer de ces binationaux-là. L'Afrique s'est déjà beaucoup passé de ces binationaux-là. On n'est pas encore au sujet du débat, mais donc, sur le côté volé... Pour moi, il met un point d'honneur sur le fait qu'ils apportent à l'Afrique. Oui, ils apportent à l'Afrique, mais il a fallu que l'Afrique les appelle pour qu'ils apportent à l'Afrique. Sinon, eux-mêmes, de façon volontaire, ils n'avaient pas choisi. Ça, il faut qu'ils le reconnaissent. Ils viennent par défaut. Ils viennent par défaut. Ils viennent par... Ça, il faut le reconnaître, ils viennent par défaut. Non, là, je suis pas totalement d'accord. Certains viennent par défaut. Je ne parle pas de tous les défaut. joueurs. Et il y a certains... Il dit, il ne parle pas de tous les joueurs. Je ne parle pas de tous les joueurs. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que plus de 51% viennent par défaut? 51%. Blé. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Plus de 51%. Le problème n'est pas d'être d'accord avec vous ou pas. La réalité, est-ce que l'Afrique ne tire pas profit aussi de l'apport de ces binationaux? C'est de ça que nous demandons pour le moment. Ouais, nous ne sommes pas je dis oui. Non, je ne suis pas ça. Lui, on était sur le fait que... parce que Charles est en train d'argumenter en se basant sur le fait que c'est plus l'Afrique qui leur donne l'opportunité. Moi, je dis oui. Mais je dis en retour, ces garçons aussi donnent d'autres opportunités à l'Afrique. Oui. C'est ce que je veux dire. Or, lui ne semble pas reconnaître ce deuxième revers. C'est là que je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, l'autre question aussi également, Mathieu Blé. Par exemple, les joueurs qui arrivent en sélection tardivement, 25 ans, 26 ans, on a l'impression que si l'Afrique ne vole pas les secours, côté carrière internationale, c'est quasiment mort. Oui, c'est quasiment mort. Mais ce que je veux aussi dire, c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que l'Afrique ou les nations africaines sont-elles obligées de les prendre à 27 ans? Et donc, si elles les prennent à 27 ans, c'est qu'elles n'ont pas le choix. C'est un fait. Mais la réalité est que, malgré que certains arrivent tardivement, c'est qu'on tire profit d'eux. Et ça, on doit aussi le reconnaître. Et qu'il lui semble dire également, ce ne sont pas des bras cassés qui arrivent, c'est des gens aussi qui peuvent apporter une plus-value à toutes les différentes nations. Donc, c'est pourquoi on parle de chercher. Je suis entièrement d'accord que tout individu qui arrive dans une nation, dans une équipe, apporte forcément quelque chose. Mais nous parlons d'une politique générale. Exactement. Moi, je pense que nos propos ce matin sont des propos de politique générale. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui, dans sa politique, récupère ces garçons-là et leur donne je veux dire qu'ils les mettent en lumière un peu plus que eux. Voilà, c'est pour ça que je parle d'un certain pourcentage. Beaucoup de garçons, depuis le bas âge, ont choisi déjà leur nation. Beaucoup de garçons en Europe. Et déjà, quand tu prends un garçon comme Didier Drogba, tout jeune déjà, il rêve de jouer pour l'équipe nationale. Beaucoup, je ne vais pas citer de nom, qui ont joué d'abord dans les catégories de ces pays européens. Les jeunes, oui. Et qui étaient convaincus que, parce que eux, en général, tout se fait par génération. Ils ont pensé que, de par leur génération, ils allaient forcément rentrer en équipe nationale A de France. Et puis, contre toute attente, on ne les appelle pas. Pendant ce temps, nous, on les a appelés plusieurs fois. Ils ont toujours dit non. Et à un moment donné, ils courent, ils reviennent. Ceux-là, il faut reconnaître que c'est l'Afrique qui leur tend la perche. Ça, il faut le dire clairement. Maintenant que certains brillent, que ces nations aussi, les nations européennes ne les appellent pas, que nous, quand on les appelle, ils courent aussitôt parce qu'ils comprennent et qu'ils réalisent que l'équipe nationale, c'est le Graal. Pour tout footballeur, oui, ceux-là, ils apportent ce qu'ils peuvent apporter à l'Afrique, mais ils doivent reconnaître que c'est la mère patrie qui leur tend la perche, qui leur permet d'atteindre ce Graal-là. Sinon, sans la mère patrie, ils n'atteindront jamais ce Graal-là. Exactement. Sur ça, on a compris. Oui, alors, mais regarde, la mère patrie, par exemple, moi, ne peut pas me tendre la main, parce que je ne pourrais rien apporter. La mère patrie ne tend que la main à des gens dont elle est consciente. Apporter. Exactement. D'accord. Donc, je veux dire, s'il est vrai que ce que Charles dit n'est pas totalement faux,
On devrait aussi reconnaître cela. D'accord. Sur ça, on a compris. L'Afrique a besoin de ses joueurs et ses joueurs ont besoin de l'Afrique. C'est bien cela. Alors, ça a été possible aussi également grâce à la FIFA qui a assoupli donc les règles président au changement de nationalité sportive sur les joueurs binationaux à 4 conditions. Avoir moins de 21 ans lors du dernier match disputé avec la précédente équipe nationale. On parle de l'équipe nationale A toujours. Ne pas avoir disputé plus de 3 matchs avec l'équipe nationale A de la précédente équipe nationale. Que 3 ans se soient écoulés depuis le dernier match disputé avec la précédente équipe nationale. Et enfin, ne pas avoir disputé de match de phase finale avec la précédente équipe nationale. C'est-à-dire phase finale, on parle de Cannes, Coupe du Monde et autres Copa América ou Coupe d'Asie. Alors, sur ça également, on va dire que la FIFA aussi vole au secours de ces joueurs-là. Parce qu'à un moment donné, on a eu des joueurs qui sont passés à côté d'une très belle carrière internationale. Mais justement, si la FIFA prend une telle décision, sinon un tel règlement, c'est justement pour voler au secours de ces joueurs-là. Parce que la FIFA, c'est quoi? L'émanation des fédérations nationales. Quand on parle de FIFA, on ne parle pas de club, on parle des équipes nationales. Donc là, de par ce règlement-là, les nations... Donc, le continent africain, comme le continent européen, le continent américain, ces continents-là volent au secours de ces garçons-là. Donc, finalement, je pense que ce règlement-là, cette règle-là, répond à la précédente question que vous avez posée. D'accord, sur ça également. Hein. Oui, c'est vrai que la FIFA vole au secours, mais je voulais quand même souligner un détail qui me paraît assez important. Vous savez, des garçons, par exemple, qui sont nés dans l'Hexagone, qui ont commencé, qui ont été formés par des clubs, à un certain moment, il y a certains qui certainement ont envie de venir jouer avec leur nation d'origine. Mais à cause d'un certain... de quel moment Non, je veux dire, peu importe, mais je veux dire, il y a un certain nombre de pressions, vous comprenez. Et donc, souvent, du fait de ces pressions, si vous partez là-bas, vous ne serez pas titulaire. Il y a eu des cas de ce genre, vous comprenez. Je vais vous donner l'exemple. Et donc, du fait de cette situation, les garçons étant esselés, ils cèdent. Le cas, c'est le cas de Didier Otokoré. Vous comprenez, quand Didier Otokoré a pris l'engagement de jouer pour la sélection ivoirienne, son mentor Giroud a tenté de l'empêcher. Et Didier a été inflexible. De telle sorte qu'au sorti de la CAN Maroc 88, il n'a plus été titulaire, mais lui, il avait fait un choix. Et quand vous le rencontrez, il vous le dira. Et il a dit qu'il ne regrette pas son choix parce que ce choix lui a permis de donner la première CAN à son pays. Mais je veux dire que tout le monde n'est pas Didier Otokoré. Donc la FIFA, en intervenant de cette manière, quand même a joué un rôle régalien en venant régler un problème et en apportant une certaine justice. Vous comprenez? Donc, je veux dire, dans tous les cas, tout le monde profite aussi de cette situation aujourd'hui, même s'il est vrai que ce sont des nations africaines qui en profitent beaucoup. Mathieu Blé prend un bel exemple que je connais très bien. C'est aussi pareil pour Roger Boli. Voilà. Mais dans tous les cas... Si vous le rejoignez. Non, je ne le rejoins même pas. Je suis en train de dire que c'est plutôt lui qui me rejoint. D'accord. Parce qu'un garçon comme Didier Otokoré est un grand footballeur. Il a dit que je vais jouer pour mon pays. Guillaume a essayé de l'intimider pour lui dire si tu reviens, tu ne gagnerais plus ta place titulaire. Mais en tant que professionnel, il s'est battu et il a regagné sa place titulaire. C'est ça aussi le professionnel. Le côté compétiteur. C'est le côté compétiteur. On ne donne pas les places en équipe nationale ou on ne donne pas les places en club. Donc il s'est battu comme il se doit. Je ne sais pas si Charles va bien saisi. Voilà. Je vais dire souvent les clubs employeurs. Voilà. Donc toujours est-il qu'il faut être un grand compétiteur, un grand footballeur et aucune des pressions ne pourra jouer contre toi. À tous les coups, quand ça dépend quand même aussi de la pression aussi également. On a vu à l'époque Thimo Bakayoko il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, mais écoutez, Thimo Bakayoko n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et puis plus tard, moi je l'ai reçu à Alpha Blondy FM. Il n'a pas voulu. Un peu plus tard, il a dit bon, ça l'intéresserait de revenir en équipe nationale. Après, est-ce que la politique ivoirienne souhaiterait le récupérer? Voilà. Si tu penses que il y a de la place pour toi, que tu peux venir en sélection, que les différents sélectionneurs pensent qu'ils peuvent t'appeler, ils t'appelleront. Mais si là où tu dois jouer, la position à laquelle tu dois jouer, il y a du beau monde et des gens qui, déjà, dans un premier temps, ont dit oui, mais on ne t'appellera plus jamais. Mais toujours est-il qu'il faut être un compétiteur, il faut croire en ses chances. Il ne faut pas dire que parce que je ne serai pas titulaire dans mon club, donc je vais jouer en équipe nationale. Ou bien si, non, ça, moi je ce que je voulais dire, en prenant l'exemple de Didier, c'est pas parce qu'il devait... Mais il y avait des pressions, vous comprenez? Mais je lui ai dit, tout le monde ne peut pas... C'est pas parce que les autres qui cèdent à cette pression n'ont pas confiance en leur qualité sportive. Oui. Et je veux dire que tout le monde n'a pas dans la vie le même tempérament, malheureusement. C'est comme ça le monde est. Maintenant, parlant du cas de Thimo, je pense que c'est un exemple assez différent. Parce que lui n'a pas subi de pression, lui il a fait un choix délibéré.
Qu'est-ce que vous en savez, mon cher Mathieu Blé? Là-dessus, on a eu des infos hein, sur le cas Thimo Bakayoko. Moi, je l'ai reçu, il a reçu beaucoup de pression. On ne va pas revenir là-dessus, mais seulement qu'on sait que le garçon a reçu beaucoup de pression. À l'époque, où il brillait bien avec l'AS Monaco avant de partir à Chelsea. Bon, finalement, ça ne s'est pas bien passé. Et la suite appartient à l'histoire. Venons donc à notre débat. Peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? Voici la question du jour. Et qu'est-ce que vous répondez, mon cher Dago Charles? Moi, je dis oui, on peut envisager les sélections nationales sans les binationaux. Simplement, il faut mettre en place une politique. Je l'ai dit tantôt, en guise d'exemple, je l'ai dit avant 80, des grandes nations sont mieux organisées. À partir de 66, le Congo a pris un arrêté qui empêchait tout joueur d'aller en Europe. Parce que réalisez-vous que avant 60, beaucoup de footballeurs déjà partaient en Europe. Et du côté de la RDC, il fallait une autorisation venant du gouvernement avant d'aller en RDC, avant d'aller en Europe. Et ça a permis à la RDC d'avoir des grands joueurs sur place, d'avoir un super championnat. Nous, ici en Côte d'Ivoire, les années 80, 90 jusqu'à 2000, il y a un règlement qui stipulait qu'il fallait moins jouer 3 ans dans son club avant de pouvoir changer, ne serait-ce que de club. Ça a permis ici à la Côte d'Ivoire d'avoir un super championnat où des étrangers et non des moindres, Stéphane Keshi, Ben Iroa et autres, Rachidi Ekini, des grands joueurs, Joseph-Antoine Bell et autres, venaient jouer en Côte d'Ivoire en qualité professionnelle. Ce qui a fait que les clubs comme la SEC, l'Africa, le Stade et autres ont conservé leurs différences d'ossature. Et au plan continental, on était très rayonnant. Mieux, des joueurs locaux étaient titulaires devant des professionnels. Ça, je le dis et je le soutiens. Des joueurs locaux étaient titulaires devant des professionnels. Quand on avait des garçons comme Guel Kiretois, Samabo, Dominique, tous ceux qui, même des professionnels, venaient être sur le banc de touche. Et donc, oui, on peut se passer des nationaux et avoir une superbe équipe nationale. Mais tout est non seulement dans la formation, mais dans la politique aussi de la fédération. L'exemple de l'Afrique du Sud est là. Nous allons y revenir effectivement durant cette cadre. Alors oui, voici les explications de... mais je voulais déjà dire merci à Charles pour l'évocation de cette époque qui aussi m'a inspiré beaucoup de nostalgie. Ça c'est un, et puis deuxièmement, mais là... la question. Voilà, mais je reviens à la question tout à fait. Là, il est en train d'évoquer un monde idéaliste, vous comprenez. Moi, j'aurais aussi voulu que ça soit ainsi. Mais en tenant compte de la réalité dans laquelle nous sommes en ce moment, et depuis quelques décennies, moi je dis non. Parce que je suis réaliste. Et je dis non parce que aujourd'hui on ne peut pas se passer des binationaux. Parce que nous avons des championnats où la rémunération est d'une certaine faiblesse. Parce que l'époque qu'il évoque, par exemple, le championnat ivoirien, on était à une certaine rémunération. Et donc, quand la rémunération a une certaine faiblesse, comme c'est le cas aujourd'hui, ça ne peut pas stimuler, ça ne peut pas décupler les athlètes et ça ne peut pas aussi permettre au club d'envoyer les oiseaux rares. Deuxièmement, le niveau de formation est très faible. Et parfois, les formateurs n'ont pas de formation et les conditions dans lesquelles se passent les formations sont très dérisoires, sur du sable ou parfois des pelouses dégarnies parsemées de teignes où on rassemble des enfants. Ça, ce n'est pas de la formation, excepté la SEC Mimosa qui fait la formation. Troisièmement, on ne peut pas se passer des binationaux parce que ces binationaux, contrairement à ce qui se passe en ce moment dans nos zones, sont bien formés, vous comprenez ? Ils évoluent dans des conditions où ils sont bien traités à tout point de vue. Ça leur donne l'opportunité de mieux s'exprimer, même s'il est vrai qu'ils sont confrontés à de rudes concurrences. Mais contrairement à ce qui se passe chez nous, ils sont bien formés et quand ils viennent, ils sont des joueurs de qualité. Donc par rapport à cette actualité et cette réalité dans laquelle nous baignons en ce moment, je pense que c'est utopique de dire qu'on peut évoluer sans les binationaux. D'accord. Alors, voici ces chiffres qui arrivent. Regardez, messieurs, les pays ayant donc le plus de binationaux à la dernière CAN, dont la Côte d'Ivoire a remporté donc le Graal le 11 février dernier, arrive en tête du classement. Le Maroc avec 18 binationaux sur 27 joueurs convoqués, ça fait 67% donc de son effectif. L'Algérie à la deuxième position avec 14 joueurs. Mauritanie, troisième position avec 14 joueurs. La Guinée, quatrième position avec 12 joueurs. Le Cameroun, cinquième position, 12 joueurs. Sixième position, la Tunisie avec 10 joueurs. Le Sénégal, la septième position avec 11 joueurs. Le Burkina, 10 joueurs. La Côte d'Ivoire, 9 joueurs binationaux sur 27, ça fait 33%. Et le Mali, 9e ex-aequo, 9 joueurs sur 27 également, ça fait 33%. Mon cher Dago Charles, quand on regarde tous ces joueurs-là qui arrivent dans ces différentes sélections-là, ben, clairement, comme on le dit dans le notre jargon, voilà ça.
On ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement. D'accord. Le tout n'est pas d'aligner les binationaux comme l'Algérie, le Maroc, tout ce que vous avez cité. Quelle est la finalité? C'est de gagner le trophée, Oui. n'est-ce pas? Ensuite, les différents championnats, on les organise dans les différents pays. Pourquoi? Parce qu'il faut se poser la question majeure. On organise les différents championnats on va dans les revenir sur pays. la formation Pourquoi? après et tout ça. Non, Par rapport à la présence de ces binationaux à la CAN. Oui, mais ça, ce sont les choix de ces pays-là. D'accord. Mais les choix n'ont pas porté. Quand on regarde la dernière CAN, on se rend bien compte que des pays qui ont joué avec un peu plus de joueurs, je ne dirais pas nationaux, parce qu'ils sont tous des nationaux, mais beaucoup plus de joueurs locaux en général, ces pays-là ont surpris agréablement au niveau du point de vue du talent, du point de vue du jeu. Pourquoi, selon vous, ces pays ayant joué avec les joueurs nationaux ou locaux, du moins qui ont peut-être fait les premières classes avant de partir en Europe, pourquoi ça a marché, selon vous? Mais ça marchait parce qu'ils connaissent l'environnement africain. D'accord. Voilà, des garçons comme les Sud-Africains qui ont déjà bourlingué sur tous les territoires, sur tous les terrains du continent, qui ont joué en Égypte, en Algérie et autres. Lorsqu'ils viennent en Côte d'Ivoire pour jouer contre la Côte d'Ivoire, même lors du match amical, ils ne sont pas complexés. Ils savent que, voilà, ils ont déjà joué sur n'importe quel terrain, n'importe quel type de terrain. Parce que c'est ça aussi la particularité du football africain. Et donc, il n'y a pas de problème. Pour moi, voilà une des raisons pour lesquelles, pour moi, on doit plutôt miser sur une politique de formation de sorte que ce soit des locaux, des nationaux qui jouent beaucoup plus en équipe nationale que des binationaux. Pour moi, les binationaux doivent venir peut-être en appoint à une équipe nationale qui manque peut-être un joueur d'exception à la limite. Mais sinon, quand une équipe est formée en général des joueurs locaux, il n'y a rien à faire. L'Égypte a marché, sinon l'Égypte marche toujours sur le continent africain parce que l'Égypte a un super championnat à partir duquel on recrute toujours, on prend toujours les joueurs locaux. Et ces joueurs locaux-là performent toujours. Eh bien, l'Afrique du Sud vient de montrer l'exemple. Tu prends le Cap-Vert, c'est quelques joueurs qui évoluent en Europe, mais un superbe groupe. Tu prends la Namibie, et c'est pareil. Donc, même la Mauritanie qui a agréablement surpris les uns les autres, beaucoup ont joué chez eux. Tu prends... donc, pour moi, grosso modo, ce sont ces équipes-là qui ont fourni le meilleur des footballs. Maintenant, quand tu prends les joueurs binationaux, quand vous les alignez tous en même temps, regardez le timing dont nous disposons pour venir jouer une Coupe d'Afrique. On n'a que 14 jours de préparation pour venir jouer une Coupe d'Afrique. Quand tu prends les fenêtres, tu vas prendre les mêmes joueurs. En général, on va juste les aligner jusqu'à ce qu'on arrive à la Coupe d'Afrique. Il n'y a pas de cohésion. Alors que lorsqu'on a les nationaux, déjà en club, ils se retrouvent régulièrement. La cohésion passe et la synergie se produit très bien. Voici les explications de Dago Charles. Non, vous savez, pas du tout. Vous savez, Magat, nous sommes dans un débat précis. Et le débat est intitulé ceci. Peut-on envisager les sélections africaines sans les binationaux? Oui. Voilà la question qui est posée. Et moi, je dis non. Et je dis non parce que je dis que nous avons des championnats qui sont faibles. Parce que dans ces championnats, les joueurs ne sont pas bien rémunérés. Et quand ils ne sont pas bien rémunérés, ça veut dire qu'ils sont assaillis de soucis. Et quand ils sont assaillis de soucis, ils ne peuvent plus bien faire leur travail. Comme disait l'autre, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Absolument, c'est le président Fouboyen qui l'a dit. D'accord. Et donc Charles Dago, je suis d'autant plus à l'aise, parce que lui, il a été un acteur de ce championnat. Très bien. Et il a joué au stade d'Abidjan, à l'Africa Sport, dans les années 93, 94, 95. Je veux dire, à cette époque, l'un des plus bas salaires de la CEC de l'Africa tournait autour de 300 000. Aujourd'hui, le salaire de base de la Ligue 1, c'est 160 000. Vous comprenez? Et j'avoue que pour ce que j'entends ça et là, et en Ligue 2, minimum 100 000. Mais malheureusement, ce n'est pas cette réalité. C'est même pas respecté. C'est même pas encore respecté. Club, oui. Donc, dans ces conditions, pas parce qu'on manque de talent au plan local, mais les garçons ne peuvent pas être épanouis parce qu'ils sont assaillis des problèmes. C'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas dans un monde de rêve. Je dis par rapport à cette actualité et cette réalité, ils ne sont pas à mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes. Or, de l'autre côté, au niveau des binationaux, ils sont bien formés déjà, parce qu'ici, à part la SEC Mimosa, il n'y a pas de formation. Tout ce qu'on fait, c'est de la blague. C'est seul la SEC qui peut dire qu'elle fait de la formation. Donc déjà, il y a des problèmes. Mais de l'autre côté, ils sont bien formés. De l'autre côté, ils sont bien traités. Donc ils sont dans des conditions pour s'exprimer avec aisance. Vous comprenez? L'idéal aurait été que nous ayons des joueurs qui émanent de nos championnats et qui donnent le meilleur. Il a dit des choses qui ne sont pas en partie fausses. Parce que quand les garçons partent du championnat local, ils connaissent la réalité africaine. Ça, c'est indiscutable. Mais je veux dire, la réalité devant laquelle nous sommes, elle est telle qu'aujourd'hui, c'est un idéal, mais on ne peut pas
Parce que tant qu'on ne relève pas les défis de la rémunération, parce qu'il a cité les Ben Iroa, les Yekini Rachidi, les Oussou Henri qui venaient en Côte d'Ivoire, ils ne venaient pas parce qu'Abidjan était la plus belle ville par rapport à Lagos. Ils venaient parce qu'on les payait mieux ici. Vous comprenez? Et en venant, ils avaient le mérite de tirer les locaux vers le haut et la concurrence était saine. C'est d'ailleurs une ossature locale qui fait la différence avec la Côte d'Ivoire en 92. On aimerait bien que ce soit le cas. Mais le contexte actuel dans lequel est notre championnat, et bien de championnats en Afrique, excepté quelques championnats maghrébins, l'Afrique du Sud, ne donne pas l'opportunité à ces garçons qui évoluent ici de mieux s'exprimer. À partir de là, qu'on le veuille ou pas, les binationaux deviennent une bouffée d'oxygène. Et effectivement, la Côte d'Ivoire a bien respiré avec cette 3e étoile. On l'a vu également le rendement de certains binationaux lors de cette CAN, surtout côté. Et si vous me donnez 2 secondes, quand on prend la qualité de la formation. Regardez le reste de vos arguments. On sera à vous tout à l'heure. Allons-y. Mais c'est moi qui suis plus à l'aise parce que la question, ça répond. Mais apparemment, vous êtes à l'aise, mais vous semblez ignorer votre époque. La question. Vous permettez. S'il vous plaît, vous êtes Père Richard. Quand vous parlez, je me suis tué. Voilà, il vous a écouté religieusement. Je disais donc que la question dit quoi? Peut-on envisager? Oui, exactement. Quand on dit peut-on envisager, ça veut dire qu'on est dans le futur. Oui. Ça veut dire qu'on est dans le futur. Ça veut dire qu'il faut commencer à programmer, il faut commencer à rêver, il faut commencer à penser autrement. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je m'inscris. Mais la CAN 2015, nous ne la remportons pas en grande partie grâce aux binationaux. Prenons depuis l'avant-centre jusqu'au gardien de but. Ce n'est pas les binationaux qui la remportent. Depuis Boni Wilfried, joueur d'Issia Wazi, jusqu'à Koupa Barry, joueur de la SEC Mimosa. Écoutez, si on a peut-être un binational, malheureusement qui est né à Abidjan, c'est Serge Aurier, si ma mémoire est bonne. Mais il y a Okwasi, Gervais, tout ce monde-là. Ce n'est pas les binationaux, les Kalounio, tout ça. C'est les nationaux, c'est les Ivoiriens, pur et dur, qui remportent la CAN 2015. Ça veut dire qu'on peut gagner la CAN 2015. Pourquoi on peut gagner une CAN sans le binational. C'est ça la problématique qui est posée aujourd'hui. Ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une rémunération de salaire. Est-ce qu'on peut se passer des binationaux pour gagner une CAN? Oui, la Côte d'Ivoire s'est passée des binationaux et elle a gagné la CAN en 2015. C'est de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a utilisé quoi? Cette CAN 2023, combien de binationaux pour la gagner? On a utilisé 9 sur 27. 9 sur 27. Ouais. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de se passer des binationaux. Mais attention, c'est 9 aussi également. Hein, plus de 7 joueurs étaient titulaires. C'est pour ça que je dis on a la possibilité de se passer des binationaux. Et c'est à ça que c'est ce qui répond à la question. Sur 27, si vous pouvez vous passer de 9 joueurs, vous pouvez jouer une Coupe d'Afrique sans les binationaux. Ça veut dire qu'ils ne sont pas indispensables. Mais ça veut simplement dire que si vous avez fait un bon travail en amont, avec un super championnat mais là, vous le bien animé, pardon? Vous le rejoignez dans ces explications où il parle de championnat, UP et tout ça. Mais un super championnat, ce n'est pas forcément la rémunération. Oui, ça, c'est pas seulement la rémunération qui est un super championnat. L'année dont il parle en 94, le Stade d'Abidjan, où moi j'évoluais, Bakalko, Ibrahim, Luigi, Claude et autres qui étaient en sélection nationale, nous avons 35 000 francs de salaire. Il y a Camara Ibrahim à l'époque. Camara Ibrahim était à 50 000 francs, Lago Patrice et autres. De quoi il parle? Lago Patrice n'était pas au stade en 93. Il était avec nous en 93-94 au stade d'Abidjan. Oui, ça c'était un Lago Patrice qui avait fini. Bon, s'il vous plaît. Donc la question n'est pas une question de rémunération. La question est une question de compétitivité du championnat. Comment organisez-vous votre championnat pour qu'il soit compétitif au plan continental, de sorte que les joueurs qui découlent de ce championnat-là puissent représenter dignement votre pays? C'est de ça qu'il est question. Exactement. C'est de ça qu'il est question. Alors, donc, quand on nous dit de la Mauritanie, alors quand on nous dit la Mauritanie qui fait un super championnat aujourd'hui, quand on nous dit de la chose du Cameroun, où Samuel Eto'o vient d'instaurer un minimum salaire, alors que bien avant ça, le Cameroun avait quand même de super grands joueurs. Surtout 5 ans déjà remportés. Soyons sérieux. La question n'est pas une question pécuniaire, c'est une question politique, et d'organisation et de volonté des dirigeants. S'ils sont bien organisés et qu'ils mettent une politique, par exemple, quand on prend l'exemple des entraîneurs qui gagnent, les nôtres qui gagnent, c'est les locaux, c'est les nationaux qui gagnent. Si nous disons qu'au niveau de notre politique, nous allons utiliser les joueurs nationaux pour jouer et nous ne jouons pas avec les binationaux, sauf s'il n'y a pas de national qui répond à la question d'un binational, qui est meilleur qu'un binational,
OK, on va appeler un binational. Au moins, ça peut se comprendre. D'accord. Même pour moi, on ne me pose pas la question de rémunération ou autre. Non, c'est une fuite en avant. Vous aurez le temps de donner la réplique, Mathieu Blé. Peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Le téléphone est à présent ouvert. Comme il a dit tout à l'heure Dago Charles, quand on parle donc d'un joueur qui connaît l'environnement du football africain, la pression, on a dû le voir. Hein, l'exemple le plus palpable, c'est Jonathan Bamba, qui rayonne en Europe aussi également sur les pelouses européennes, mais quand il est arrivé en sélection, c'est mi-figue mi-raisin. Déjà, parce que Charles a parlé assez, et je l'ai bien écouté. Évidemment, ma question d'abord, s'il vous plaît. Comment? Jonathan Bamba, l'exemple le plus parlant au niveau donc. Ce n'est pas parce que Jonathan Bamba est binational que peut-être d'après vous. Non, pas d'après moi. La question qu'il pose, Oui. c'est qu'il a relevé tout à l'heure. C'est à ça que je vais arriver. Il parle du moral, de l'environnement, la pression. Parce que j'ai noté un ensemble de choses. D'accord. Si vous m'avez bien écouté tout à l'heure lorsque j'interviens, j'ai dit l'idéal aurait été que tous les joueurs qui voulaient en sélection connaissent à la base l'environnement local. D'accord. Ça, c'est l'idéal. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui avec une certaine réalité. Et quand on s'appuie sur son époque, par exemple, quand on prend le Sénégal 92, on s'est dit avec l'exemple que la SEC venait de donner, suivi de l'Africa, on allait plus que jamais avoir un championnat rayonnant et l'ossature de nos sélections allait de la base. Mais on a vu l'évolution. Et il a dit, par exemple, et finalement, c'est vrai que la question implique une idée de futur. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pose cette question. Peut-être sur ce plateau, c'est aujourd'hui qu'on évoque cette question. Mais dans le milieu du football en Côte d'Ivoire, cette question, elle est ressassée depuis des années. Et donc, par rapport à la récurrence de cette question, et quand je vois l'actualité récente, je dis non, moi je ne rêve pas. Parce que si on avait un top championnat dans la décennie 90, je lui ai dit, avec les années qui se sont écoulées, on serait à un certain niveau. Mais on a comme l'impression que plus le temps passe, on coule. Et parce qu'on coule, je dis que malheureusement, les binationaux, ça avait une nécessité. Il a parlé de la victoire de 2015. Regardez le reste de vos arguments, mon cher Mathieu. Je vais lui répondre sur la victoire de 2015. Direction Couteau, retrouvez M. Bia, c'est là vous, bienvenue. Oui, bonjour M. Magad, bonjour aux deux consultants. Bonjour. Alors la question du jour, M. Bia, peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? Moi, je pense que oui, je suis d'accord avec les deux consultants parce que d'abord, il faut travailler pour bien former les locaux parce qu'on ne peut pas arriver comme ça. On ne peut pas y arriver comme ça. Aujourd'hui, il faut dire que les binationaux nous aident beaucoup. Même quand ils sont moyens en Europe là-bas, lorsqu'ils viennent ici, comparé à nos locaux, ils sont un peu plus supérieurs. Donc le problème, c'est de mettre une politique de formation, comme a dit monsieur, celui de gauche là, j'ai un peu oublié son nom. Mais Mathieu Blé. Monsieur Blé, il faut un peu mettre une politique de formation sur le long terme. Comme ça, ça va donner des bons résultats. On aura des bons joueurs locaux qui pourront défendre les couleurs du pays. Sinon, aller là où nous sommes, même dans 3 ans, je pense pas que ça pourra donner quelque chose. Donc, il faut former les joueurs, il faut bien les encadrer, avoir un bon championnat. Et je pense que voilà, on peut espérer gagner même un mondial avec nos joueurs locaux. Sinon, pour l'instant, je ne pense pas. Et c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Pia. Alors, il y a une nuance, messieurs, s'il vous plaît, vous le permettez, monsieur Mathieu Blé. Il y a une nuance. En fait, quand on parle de joueurs binational qui est né peut-être en France, qui a grandi là-bas et tout ça, qui a la double nationalité, il est ivoirien ou aussi français, ou même aussi peut-être anglais et ivoirien. Mais attention, il parle de joueurs locaux, c'est différent. C'est-à-dire, le joueur qui a fait toutes ces classes, par exemple, qui a joué à la SEC Mimosa, qui a été formé à la SEC World Africa, qui part peut-être à l'âge de 16 ans, 17 ans en Europe également, lui, c'est pas un binational, c'est un joueur ivoirien qui joue donc à l'étranger. Il faut éviter donc de faire l'amalgame. Donc, on ne parle pas des joueurs locaux forcément en tant que ça. Okay. Oui, terminons avec vos arguments. Donc, Charles avait parlé de la victoire de 2015 avec presque des joueurs qui ont commencé ici. Mais j'ai souligné que le jour où on aura une formation appropriée, et irréprochable, on fera le résultat. Donc, pour vous, c'est la formation au banc des accusés. Donc, c'est envisageable. Mais je lui ai dit, ces joueurs que nous donnent la canne, les Salmon Kalou, les Kolo Touré, les Yaya, j'ai souligné qu'à part la SEC qui fait du sérieux en matière de formation, le reste, c'est le Waterloo. Donc c'est envisageable alors. Mais depuis combien de temps la SEC a donné le temps et où nous en sommes?
Même la SEC semble essoufflée. C'est envisageable. Quelle étude vous a permis de dire que c'est la SEC seule peut-être qui forme bien sur la place? C'est pas le sujet du On n'a même pas besoin d'études. Allez-y à Solbelli, il y a tout le décor. D'accord. Vous comprenez? Mathieu, est-ce que c'est envisageable? C'est moi qui ai la parole. Maintenant, Charles a parlé c'est pas une question de rémunération, mais c'est une question de compétitivité. Mais si c'était une question de compétitivité, il serait resté au stade d'Abidjan où il gagne 35 000 et il ne serait pas venu à l'Africa Sport, il était payé à 400 000. Vous comprenez? Donc il y a une question de compétition et il y a une compétition de gain. C'est les deux qu'on allie. Vous comprenez? Et parce que à cette époque, la SEC payait bien, l'Africa payait bien, ça a relevé notre championnat. Je dis aujourd'hui. S'il vous plaît, Mathieu Blé, s'il vous plaît, nous avons un autre appelant, mais qui nous appelle de très loin. Ça peut intéresser quand il appelle de la France, Monsieur Kwasi Brice. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour Magat, comment allez-vous? Super bien. Alors, comment allez-vous en France? Très bien, ça va très bien à Toulouse et ça fait plaisir de vous suivre depuis loin. D'accord. La question du jour vous intéresse aussi particulièrement car on a vu la plupart des joueurs ivoiriens qui étaient donc à cette CAN, qui ont fait les classes de jeunes en équipe de France. Alors, peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? Alors, donc pour répondre à la question, moi je dirais oui. La question telle qu'elle est posée, je pense que nul n'est indispensable. Donc si on demande si on peut envisager des sélections sans les binationaux, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, ce que j'allais demander, c'est en quoi est-ce que c'est mauvais d'avoir des binationaux? Parce que pour moi, je pense que quand on supporte son équipe, quand on veut que l'équipe arrive le plus loin possible, l'idée c'est d'avoir les forces les plus vives et les meilleures, quel que soit d'où ils viennent. Donc si c'est des Ivoiriens qui sont nés par exemple des parents ivoiriens, qui naissent en France et qui par la suite souhaitent porter le maillot, si tel est qu'ils sont meilleurs que des joueurs qui jouent par exemple à la SEC et l'Africa, pour moi il n'y a pas de souci à ce qu'ils soient appelés. Pour moi, ce qui dérange, c'est par exemple des joueurs qui, par exemple, snobent l'équipe nationale, qui disent qu'ils vont venir, qu'ils ne viennent pas pendant 2, 4, 5, 10, 6 ans. Après, quand ils voient qu'ils n'ont vraiment aucune chance, ils viennent en équipe. Ça peut, par exemple, avoir un souci d'image en se disant que voilà, l'équipe n'a pas de personnalité ou on prend tout le monde, quel que soit ce qu'ils font. Voilà, bon, pour moi, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut voir, quoi. S'il y a des joueurs qui snobent l'équipe ou qui ont un mauvais comportement, là, peut-être, on peut essayer de dire qu'on ne les prend pas, quoi. Donc, c'était un peu ça, mon intervention. Merci à vous, monsieur Kwasi Brice, votre intervention. Donc, vous m'avez interrompu, je termine rapidement. Donc, ce que je veux dire, en définitive, on ne prend pas les binationaux pour les récompenser, on ne prend pas les binationaux parce qu'ils ont été binationaux, on les prend parce qu'ils ont de la qualité. Et contrairement à nos zones où on est endormi, en Europe, ça forme toujours. Donc les garçons sont dans de bonnes conditions qui leur donnent l'opportunité de mieux s'exprimer. Et une sélection, c'est la sélection des meilleurs joueurs du moment. Donc qu'il soit binational, s'il a la qualité, je pense qu'on est parti avec eux. Et quand vous voyez les stats que vous avez donnés, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, vous comprenez? C'est partout. On aurait souhaité le contraire. Mais malheureusement, ça ne travaille pas beaucoup en Afrique aujourd'hui. Donc cette réalité est telle qu'on ne peut pas se passer d'eux. Merci Mathieu Blé. Donc je comprends que c'est envisageable. C'est ce que tu dis. Non, mais c'est envisageable depuis des décennies et on est au statu quo, Charles. C'est ça le problème. Non, la question du jour, c'était de savoir si c'était envisageable. Et Dieu merci, M. Kwasi a très bien répondu à la question. M. Kwasi dit oui, c'est envisageable. Maintenant, je tenais aussi à lui dire que sur le plateau, il n'est pas question de dénier toute qualité à tous nos binationaux. Non, exactement. On n'a pas dit que nos binationaux ne sont pas bons. Du tout. C'est des très bons footballeurs. Mais est-ce que la question du jour, peut-on envisager les équipes africaines? Et puis, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. L'exemple de l'Afrique du Sud est là. Sans les binationaux, l'Afrique du Sud a produit du beau football. Ça voudrait dire qu'on peut faire comme les Sud-Africains. On peut faire comme la CAN, on peut faire comme les Ivoiriens en 2015. On peut faire comme les Égyptiens qui ont remporté à Boutreka. 2008, oui. Voilà, beaucoup de Coupes d'Afrique. On peut faire même comme le Ghana en 82, cette belle équipe du Ghana qui remporte la Coupe d'Afrique avec l'Abdou Razak et autres, avec juste un ou deux internationaux. Ça peut se faire. Tout est dans la volonté politique des dirigeants. Lui, il met l'accent sur la formation, mais moi, je mets l'accent beaucoup plus sur une volonté politique des dirigeants. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le projet qu'ils veulent? C'est ça qu'il s'agit. Sinon, tout est envisageable au niveau des sélections nationales africaines. Et tout est vraiment possible. Direction Abobo, retrouver le tout dernier intervenant, M. Cissé, qui nous attend depuis un moment au bout de la ligne. C'est là vous, M. Cissé? M. Cissé, vous êtes là? Bon, voilà, on l'a perdu. Alors, vous n'avez pas de parler, M. Cissé? Bon, non, il est parti.
Donc, pour vous, la formation est au banc des accusés. C'est bien ça, la formation africaine Formation africaine, parce que, voilà, là, j'ai évoqué beaucoup de facteurs. J'ai évoqué la formation, j'ai évoqué la faiblesse dans la rémunération des athlètes. Oui. Et tout à l'heure, Charles a pris, par exemple, le bon exemple sud-africain. Évidemment, dans tous les cas, il ne faut pas confondre l'exception à la généralité. L'Afrique du Sud et l'Égypte, pour le moment, semblent l'exception. Moi, j'aurais voulu que tout le monde en arrive. Ah non, mais je viens. La RDC, le Maroc, l'Algérie, le Maroc RDC est la nation qui tue le plus de binationaux dans cette je parle de rémunération. Je parle de rémunération. Je viens. Au Maroc, on paye très bien. En Algérie, on paye très bien. Charles, c'est moi qui ai la parole. Attends. Vous avez pris l'exemple sud-africain. En 92, la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique. En 92, les Sud-Africains ne participaient pas encore aux compétitions du fait de l'apartheid. Et l'Afrique du Sud revient en 96. Vous comprenez? Nous, on était déjà là. Et précise que l'Afrique du Sud a gagné la CAN en 96. Vous comprenez un peu? Nous, on était déjà là. Ce que je veux dire parce que comme eux me parlent du futur, cette problématique ne date pas d'aujourd'hui. Vous comprenez? Mais depuis, ils sont venus, ils ont pris le large. Nous, chez nous, on dort toujours. Moi, à un moment donné, je finis par être réaliste. Même on a fait des élections à la tête de la Fédération ivoirienne de football, où il y avait beaucoup de programmes. Mais la question n'est pas relative à la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. C'est relative à la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire aussi est un exemple. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, je me dis que ça ne travaille pas beaucoup du côté de l'Afrique. Et c'est malheureusement ce qui consolide la position des binationaux. Ne pas le dire... Je peux faire ça comme ça. Vous comprenez? Ne pas le dire, c'est ne pas voir les choses en face. Et Magat, retenez la date d'aujourd'hui. Que Dieu nous donne vie. Dans 10 ans, ce débat que nous menons sera d'actualité parce que je suis presque sûr que les choses bougeront difficilement. D'accord, c'est votre avis et on le respecte. Alors, quelles conséquences pour le football africain? Ben, c'est justement ça, la véritable question. Les conséquences pour moi, la grosse des conséquences, elle est désastreuse. Dans la mesure où, si on doit se fier aux binationaux pour venir remplir, comme l'équipe du Maroc, l'équipe d'Algérie, les sélections nationales, les différents championnats nationaux de ces différents pays-là n'auront pas de sens. Parce que ça voudrait dire que ceux qui jouent dans ces pays-là n'auront pas la capacité d'être appelés à l'équipe nationale. Parce qu'ils se tournent toujours vers les binationaux. Et ça, c'est un vrai problème. Quand on organise un championnat, tous ceux qui participent au championnat, tout footballeur qui participe à un championnat rêve d'aller en sélection à partir du championnat. On dit toujours aux joueurs, passez par la meilleure des portes pour aller en Europe. Et la meilleure des portes pour aller en Europe, c'est de jouer les championnats. Et puis être vu, soit au CHAN, soit en Coupe d'Afrique, et puis aller en Europe. Mais maintenant, si les garçons, dans tous les championnats, au Ghana, au Nigeria, un peu partout, si les différents championnats ne peuvent pas les permettre de l'équipe nationale, mon cher Magat, ils vont tous emprunter le bateau. Ils vont tous emprunter parce que tout le monde rêve d'aller jouer en Europe, parce que l'Europe, franchement, c'est l'Eldorado, c'est mieux payé qu'en Afrique. Voilà. D'accord. Quelles conséquences? La même question. Oui, mais je vais dire que la triste réalité de nos championnats ne fait que garantir le règne des binationaux. Ça peut ne pas être mon souhait, mais c'est malheureusement la vérité. Parce que tant qu'on aura des championnats où la rémunération des joueurs est faible, même si Charles ne veut pas le reconnaître, ça aura le mérite de tirer le niveau vers le haut. Avant, ça payait bien, c'est pourquoi il y avait une certaine compétitivité. Il a pris l'exemple du Maghreb. Mais en termes de clubs, les clubs du Maghreb règnent beaucoup plus par rapport aux clubs de l'Afrique noire, excepté l'Afrique du Sud et quelques soubresauts au niveau de l'Afrique australe. Vous comprenez? Donc ça reste une réalité. À mon avis, il faut que les fédérations nationales en Afrique se réveillent. Il faut que tout soit bien organisé avec des cahiers de charges pour donner des indicateurs et des canevas aux différents clubs. Ça peut aider le football local. Mais à cette allure, c'est l'heure des binationaux parce qu'en Europe, ça travaille tous les matins de manière savante. C'est qu'il semble dire également, bon, on n'aura plus le temps, hein. Peut-être on espère avoir effectivement une autre fois revenir sur ce sujet passionnant qui intéresse pas mal de monde. Alors voici donc le résultat du sondage autour de la question, peut-on envisager les sélections africaines sans binationaux? Vous avez répondu oui pour 56% et non pour 44%, ce qui veut dire que c'est très, très, très sérieux. On reste avec vous, Dago Charles, pour infirmer ou confirmer vos arguments durant cette émission. Ok, d'accord. Moi, je pense que oui, non, pardon. On doit... Vous avez dit oui. Oui, pardon, oui. Excuse-moi. Je reprends. On doit envisager le futur du football africain avec les nationaux. Pour moi, les binationaux doivent venir en point aux nationaux, mais cela passe nécessairement par une volonté politique des différents dirigeants qui sont à la tête des différentes fédérations nationales. Et comme ça, les championnats auront un sens, que ce soit les championnats de football féminin, championnats de football des jeunes au plan national. Vous n'avez que 30 secondes pour confirmer ou infirmer donc vos arguments. Allez, c'est à vous de jouer, Mathieu Blé. Non, je crois que c'est plus que jamais l'heure des binationaux.
dans un contexte où certains présidents de clubs en Afrique refusent des cahiers de charges, on refuse des gestions transparentes, je pense que ce n'est pas des données qui vont aider l'éclosion du football local. À partir de là, ceux qui ont la chance d'être nés en hexagone sont dans de bonnes conditions, ils vont s'exprimer et ils occuperont toujours les places en sélection, ce qui pour moi est tout bénéfique pour les différentes sélections. Voilà, l'heure des tchatcheurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3. Nous dirons entre Dago Charles et Mathieu Blé qui a été donc le plus convaincant durant cette émission. Merci à vous, Dago Charles. Bravo pour votre retour. Merci Magat. Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes. Ouais, merci Magat. Et puis, bonne suite du programme sur la merci à l'idole parce qu'on l'a supporté aussi quand il était footballeur. Merci Mathieu.